Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bien le bonsoir et bienvenue à cette vidéo solo thématique, la deuxième du genre ou la troisième si je me souviens bien, peu importe. Voilà, hop. On va attendre que tout le monde arrive, ou du moins certains. Oh, un Anthony. Bonjour, monsieur Anthony. Il y a plein de pouces qui volent. Une Angélique, toute douce comme le sucre roux, hein, bien sûr. Bah ouais, vous pouvez pas la laisser passer, celle-là. Salut, madame Laure, Laure de foie. Bonjour, monsieur Olive, homme olive. Comment allez-vous? Ça va-t-il bien? Salut, Cédric. Voilà. Prépare le matériel. Salut, Virgile. Et bonsoir, madame Alma. Et Linda. Bonsoir, belle dame. Bonsoir, Nicolas. Et bonsoir, madame de Patricia. Voilà, voilà. Alors, qui nous avons? Nous avons Madame Mélodie. Oh, bonjour Madame Mélodie du Québec. Allô, allô. À lui, là, lui, là. J'espère qu'il ne fait pas moins 52 au Québec. Chaque fois que je vois les températures, je prends peur. On a beau me dire que c'est un froid sec, ça me laisse froid. Salut Ahmed. Alors, si vous entendez du bruit, c'est le chat qui fait le fou, enfin la chatte plus exactement, Mira, qui n'a que 3 pattes, mais le corps comme ça en avait 15. Voilà, donc elle est en train de faire la folle par terre, courir dans tous les sens. Et je pense qu'elle est poursuivie par un ennemi imaginaire qui n'arrive pas à la rattraper dans son imagination. Ouais. On va faire un thème qui sort un peu de l'ordinaire. J'ai jamais voulu le faire en vidéo, celui-là, outre, bon, bien sûr, on l'a fait euh, dans les quelques, je ne sais plus combien il y en a, 350 conférences dans les privées pour les cours, pour ceux qui suivent les cours, euh, pour les conférences audio. Donc, c'est vrai qu'on en parle souvent, mais j'ai jamais eu trop envie d'en faire une vidéo ou une conférence publique, parce que c'est un sujet qui est un peu haute. Mais c'est toujours pareil, hein, on peut penser le lundi que quelque chose n'est pas d'actualité, et le vendredi il peut devenir d'actualité, parce que brusquement, les gens commencent à s'ouvrir, les gens commencent à se dire, tiens, pourquoi pas, hein, voilà. Donc, c'est ça un petit peu l'actualité, c'est ça un petit peu notre réalité, hein, parce que l'actualité, ce qui concerne tout le monde, je mets ça pour pouvoir lire, ce qui concerne tout le monde, bon ben voilà, ça crée, c'est fait de réalité personnelle, hein. L'actualité est la somme de toutes les réalités personnelles. Donc, quand deux réalités personnelles se ressemblent, ben, elles s'assemblent, se conjuguent, et ça forme la réalité
on va dire, collective qu'on appelle plutôt l'actualité. Hein, voilà. C'est assez intéressant parce que l'actualité, c'est ce qui se passe actuellement. Donc, on a envie de dire que les choses qui arrivent vraiment pour tout le monde, ben, elles sont dans l'instant présent, elles ne sont pas dans le passé, dans le futur. C'est assez marrant d'ailleurs. Hein. Voilà. On arrive bien à. Et c'est comme les médias hein, qui se disent médiateurs entre l'information et nous, mais en fait, tout est média, tout est médiatique. Il y a une information et nous. On est entre les deux. On est entre le fait qu'on reçoit une information et le fait qu'on va peut-être s'y attarder, peut-être s'en émouvoir ou pas. Hein, voilà. On n'est pas dans l'information. L'information, même si elle est en nous quelque part, on n'est pas dans l'information. Donc voilà, la famille, sujet hot s'il en est, sujet chaud. Je vais vous laisser découvrir. Alors pourquoi sujet chaud? Parce que bon, vous savez que tout ce que les gens racontent sur les familles, c'est bien, mais bon, c'est tout ce qu'ils ont envie de raconter, tout ce qu'ils se sentent capables de raconter et tout ce qu'ils savent pouvoir passer aux yeux, enfin, au vu, au su de tout le monde. La version de la psyéso de la famille est assez particulière. Je veux dire que ceux qui, à côté, les gens qui parlent de sectes, tout ça, sont très doux, sont très bienveillants. Parce que ces gens-là, qui d'ailleurs, comme par hasard, font partie de notre famille, n'est-ce pas? S'ils savaient ce que la psyéso pense d'eux, ils se lâcheraient un peu plus, vous voyez, voilà. Pas d'eux en tant que personnage individuel, hein, mais d'eux en tant que collectivité. Hein, voilà. Vous allez voir la version de la famille aux yeux de la psyéso, c'est quelque chose qui a jamais été d'actualité d'ailleurs. Hein, voilà. Les psyésos n'ont jamais réussi à faire passer cette idée dans le public, non pas parce que c'est grossier, non pas parce que c'est agressif, mais parce que c'est une forme de vérité que personne n'a envie d'entendre, y compris ceux qui sont concernés au premier chef, non pas ceux qui sont les bourreaux, mais ceux qui sont les victimes. Hein, voilà. Si victime il y a. Voilà. Donc on verra que vous allez comprendre pourquoi. Ce n'est que maintenant. Alors pourquoi, je ne peux pas vous le dire pour l'instant, parce que bon, plus ou moins il y en a qui écoutent, qui liront cette, enfin, qui regarderont cette vidéo, qui vont l'écouter qui ne sont pas spécialement des ésotéristes, donc ils ne comprendraient pas. Mais on va dire que maintenant, c'est le moment. Hein, voilà, donc, on va dire que on va dire que certaines instances ont décidé que, non pas tout le monde est prêt, ça c'est pas vrai, mais certains sont prêts à entendre la vérité parce qu'ils l'ont déjà entendu en eux, mais ils hésitent encore à l'entériner parce que il y a des gens que s'ils ne sont pas aidés, ben, ils ne sont pas aidés. Quoi, hein, voilà. Hein, s'ils ne sont pas aidés, ils veulent se libérer de ceci ou de cela, mais pour être libérés, il faut qu'on les aide à se libérer. Chercher le gag, vous voyez? Voilà, et non pas l'erreur, mais le gag. Je veux bien me libérer de toi. Oui. Et alors, peux-tu m'y aider? Ben non, parce que à ce moment-là, même ta libération, tu me la devras, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il arrive maintenant, on arrive à une époque, on est en 2020, 2020, 2 fois 2, 4, hein, c'est la matière. Contrairement à ce que vous pouvez imaginer, toutes les années quand on fait la réduction théosophique, ce qu'on appelle la somme, hein, par exemple 2020, ben c'est 4. Hein, voilà. Mais tous les chiffres, tous les nombres de deux chiffres qui font passer à la spiritualité sont toujours très difficiles à passer au niveau physique, au niveau terrestre. Et quand l'inverse, c'est des chiffres très matériels, comme le 4, il n'y a pas plus matériel que le 4, ben c'est très bon, au contraire, vous voyez, voilà. Parce que les gens ne s'imaginent pas que quand on a un 4 dans un monde de 4, ben on est en parfaite harmonie avec ce monde. Mais si on a un chiffre spirituel dans un monde qui est tout sauf spirituel, ben, du coup, ben, on n'est pas trop à l'aise. Hein, voilà. Si vous avez des doutes, soyez d'une famille hyper matérialiste et qui adore se moquer des uns des autres et arrivez en disant j'ai trouvé ma voie, je vais étudier le bouddhisme, je vais étudier. Et là, vous allez voir les réactions, vous allez vite comprendre. Voilà. Qu'il vaut mieux être un 4 dans le 4 qu'un 7 dans le 4. Hein, voilà. Donc, le thème de ce soir, attendez, je vais le copier-coller, que si je dois le remettre, hop, c'est pas que j'ai la flemme d'écrire, mais j'ai pas envie d'écrire. Voilà, hein, ça sera le thème de ce soir. Salut Ghislaine, salut Jean, il me semble que je vais te voir dans pas longtemps, hein, si je me suis laissé dire. Bonjour Monsieur Lino, qui est, comment dire, solide comme un roc. Hein, bon, on a dû déjà te la faire, mais bon, qu'est-ce que tu veux, hein, je débute, je suis pas chaud encore là. Allez, on va entamer, je vais boire un dernier coup. Ça fait un peu dramatique, non? Un dernier coup. Ouais. Ah,
J'essaye de soigner une bronchite qui ne passe point. Oh, une belette. Oh, un Gilles. Oh, ah non, toi, je t'ai déjà vu. Ça va. Allez, on va commencer. Hop. Thème de ce soir, la famille. Alors, qui n'a pas de ceux qui ont une recherche spirituelle, bien entendu. Après, bon, mais s'il y a des gens qui sont hyper matérialistes, qui écoutent cette vidéo jusqu'au bout et qui après la critiquent, c'est qu'ils ont loupé un gros chapitre de leur vie. Parce que moi, je ne me farcirais pas un match de foot entier pour dire à la fin, ben, j'ai pas aimé. Ben, si j'ai pas aimé une fois, j'ai pas aimé deux fois. Et à mon âge, il me semble qu'on doit savoir si on aime le foot, si on aime le rugby, si on aime le sport, si on aime les films d'horreur, si on aime les films d'amour, si on aime, voilà. Regarder un film d'amour jusqu'au bout, juste avec l'intention de dire ça m'a pas plu, alors qu'on n'aime aucun film d'amour, c'est se manquer de respect. C'est même pas en manquer aux autres, c'est se manquer de respect. Donc, les gens qui pourraient voir cette vidéo, maintenant, s'ils en voient 2 minutes et qu'ils disent oh, je l'ai regardé 2 minutes, j'ai pas pu aller jusqu'au bout tellement que ça m'a gonflé, comme on m'a déjà fait le coup. J'ai envie de dire, qu'est-ce que tu foutais là? Qu'est-ce que tu fous sur un support où il n'y a que des spiritualistes, où il n'y a que des ésotéristes, où il n'y a que des gens qui aiment ça? Voilà. Il y a même qui demandent, qui se font inviter dans le groupe Nous, voyez, juste pour dire qu'on raconte des conneries, vous voyez. Ils emmerdent vraiment dans la vie, ces gens-là. Voilà. Ils n'ont toujours pas compris qu'on est une époque où on doit devenir intelligent. Et être intelligent, c'est quoi? Ben, ceux qui adorent le foot vont avec les footballeurs. Ceux qui adorent le rugby côtoient des gens qui aiment le rugby. Et ceux qui aiment l'ésotérisme ne côtoient que l'ésotérisme. Alors, ça ne les prive pas de côtoyer les autres, mais ils vont être déçus. Ils vont être déçus. Et là, on va en avoir la preuve ce soir. Donc, disais-je, qui ne s'est pas lancé il y a des années pour les plus âgés, ou il y a quelques mois, quelques années pour les plus jeunes, ou même pour les plus âgés qui le font depuis quelques mois seulement, qui n'a pas eu cette réaction épidermique de membres de la famille et dire « Oh, t'es tombé dans une secte. Toi et ta secte. » Parce que bon, il y en a, ils sont tellement bien plantés dans leur famille, on n'ose pas les envoyer chier, vous voyez. On n'ose pas leur interdire de faire autre chose que ce qui agrée à tous les membres de la famille. Hein, bon. Mais il y en a qui, bon, ils n'ont pas cette chance. On ne peut pas dire qu'ils sont considérés comme des piliers de la famille. J'irai pas jusqu'à dire qu'on les considère comme des merdes. Non, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on va les traiter comme des merdes ou qu'on les a traités comme des merdes leur vie durant. Et ça, bien sûr, ils sont bien placés pour le savoir que c'est pas vrai. On est bien d'accord. Et donc, si c'était le cas, ils seraient partis de leur famille. Pardon, on est bien d'accord. Ouais, je me trompe toujours à ce moment-là. Voilà, donc on est toujours dans des boulots où on nous respecte, où on apprécie notre travail, on est bien d'accord. Et on fait partie de familles enchanteresses dans laquelle on est largement compris et on nous encourage, tous les membres de cette famille nous encouragent à faire ce que nous aimons, même ou surtout si ça ne convient pas aux autres membres de la famille. Bon, j'arrête là où vous comprenez qu'il y a un truc qui ne va pas dans ce que je dis. Évidemment que ce n'est pas comme ça du tout. La plupart des familles sont nécessairement matérialistes. Alors là, je vais vous étonner. Qu'est-ce qu'ils racontent? Ça, vous l'avez jamais entendu? Ben, je vais vous en faire la primeur ce soir. Une famille, une vraie famille, si j'ose dire. Hein, je dis ça, c'est pas qualitatif, hein, pas du tout, comme vous allez le voir. Une famille, comment dire, je peux pas dire digne de ce nom. Je peux pas non plus dire indigne de ce nom, puisque c'est vraiment les familles françaises, européennes, etc. Les familles sont toujours matérialistes, même ou surtout si elles disent l'inverse. Alors en quoi elles sont matérialistes? C'est simple. Vous avez un copain qui croit en rien et vous commencez à lui parler de Dieu. Comment il va réagir? S'il est poli, il va vous écouter. Mais si vous parlez que de ça chaque fois que vous le voyez, vous allez le gonfler. Jusque-là, ça va. Hein, bon, ça veut dire, mais je n'ai pas à parler que de ça. Vous avez à faire un peu ce que vous voulez. Lui, peut-être qu'il ne vous demande pas votre avis au sujet de discussions qui vous tient. Mais en attendant, c'est vrai que vous, si vous ne lui tenez pas les discussions qui l'intéressent, il ne s'intéressera plus à vous. Ça, c'est les plus intelligents. Et il va essayer de faire en sorte de vous voir moins, pour pas vous dire que vous le gonflez, parce que c'est quelqu'un d'évolué, on va dire. Donc ça, c'est vraiment quand vous avez affaire à un ami intelligent. De même, une famille, qu'elle s'aperçoit que un des membres, même si c'est pas un pilier, surtout si c'est pas un pilier, parce que sinon ça peut éventuellement être discutable, mais si c'est pas un pilier, que c'est quelqu'un qui est majeur, et qui est majeur, vacciné, tamponné, et qui sait ce qu'il fait, normalement, quand on aime quelqu'un, on l'encourage à être, on l'encourage à faire. S'il veut faire du foot, alors qu'on a horreur de ça, on l'encourage à faire du foot. Pas parce que ça nous plaît, mais parce que ça nous fait plaisir qu'il se fasse plaisir et qu'aimer, c'est donner, ça n'a jamais été prendre. Enfin, pas à ma connaissance. Alors, on n'a pas le même sens
On ne donne pas le même sens au mot aimer. Donc, du coup, ben, vous allez être dans une famille où quand vous allez dire, tiens, j'ai fait, j'ai pris ma carte de... Attendez, je vais ouvrir au chat 2 secondes, s'il vous plaît. Il est parti, il est revenu. C'est ça le problème d'avoir un chat, que quand on veut le faire sortir, il ne veut pas sortir. 30 secondes avant la vidéo. Et en pleine vidéo, il veut sortir. Hein, c'est un chat. Voilà. On en a 9 à la maison. Et sacrée famille. Hein. Bien. Donc, nous arrivons dans notre famille un jour, et dans le repas, en plein repas, on annonce la bouche en cœur, tiens, je suis devenu bouddhiste, tiens, je me suis inscrit à un cours de yoga, tiens, je suis devenu ésotériste, je suis rentré dans un ordre initiatique, je suis devenu franc-maçon, je suis devenu quelque chose comme ça, templier, tout ça, bon. Et bien sûr, on va de suite voir que ça va être accueilli avec un sourire immense, avec une joie, mais sans égal. Les gens vont se lever, ils vont applaudir, la larme à l'œil. Enfin, qu'est-ce que nous sommes heureux. On a toujours senti que tu étais fait pour ça. On n'a pas osé te le dire parce que bon, on ne voulait pas non plus te forcer, même si c'était vers ton bonheur. Mais là, ça nous fait une joie immense d'apprendre que tu fais enfin ce pourquoi tu es né, ce pourquoi tu es fait. Bon. Allez, on va dire que ça peut arriver, attention, hein, parce qu'il y en a qui vont dire, ben moi ça m'est arrivé. Il y a toujours un pour casser les bonbons et pour dire, moi ça m'est arrivé, et pour imaginer qu'à lui tout seul, il va changer la règle. Mais en règle générale, c'est pas comme ça que c'est accueilli. Au mieux, ça jette un froid. Hein, surtout si on arrive habillé en robe de bouddhiste, de moine, qu'on s'est rasé la tête, etc. Alors je ne m'en moque pas, hein, je n'ai pas ce pouvoir, je ne suis pas une famille, hein, je n'ai pas le pouvoir de vexer, je n'ai pas le pouvoir de froisser et je n'ai pas le pouvoir de casser en deux. Ça, c'est pour ça, il faudrait que je sois tout le reste de votre famille à moi tout seul. Ce n'est pas le cas. Mais c'est vrai que généralement, quand dans une famille, on essaye de faire partager nos passions, et si ces passions sont d'ordre spirituel, ésotérique, etc., ça passe pas toujours. Alors bien sûr, on peut avoir maman ou papa, les deux c'est rare, il faut se lever de bonne heure. Mais on peut avoir une grande tante, on peut avoir la cousine, comment on peut l'appeler, la cousine Lucie, qui a toujours été d'ailleurs considérée comme une originale et un peu folle dans la famille. Mais bon, elle a bientôt 70 ans. Bon, c'est peut-être un peu tard, alors qu'elle fait ça depuis l'âge de 10 ans. Au bout de 60 ans, c'est un petit peu tard pour commencer à la mettre de côté ou pour lui faire sentir qu'elle a un problème. Problème, il fallait y faire sentir avant. Et le vrai problème, c'est que ceux qui pourraient éventuellement penser ça sont plus jeunes qu'elle. Hein, donc, ben, on fait avec. Voilà. Donc, on va dire que la tante Lucie ou la cousine Lucie va nous, ou Geneviève, elle va nous comprendre. Pourquoi elle va nous comprendre? Parce que justement, elle aussi, c'est une originale. Ce qu'on dit, c'est des originaux, ces gens-là. Pourquoi? Ben, ils croient que tout est fait d'esprit. Ah bon? C'est quoi ça? Je vais changer quand même de lunettes, on me verra mieux. Il croit que il croit en Dieu. Non. Sérieux? Ouais, ouais, ouais. En 2020, ben ouais. Mais ça existe, ah ben on ne sait pas. Ah oui, mais alors si on ne sait pas, ben oui, mais on ne sait pas, mais on sait qu'il ne faut pas. Ah oui, d'accord, bon, il ne faut pas. Voilà. Donc on va dire que généralement, la famille alors, c'est pas qu'elle accepte pas, attention, hein, on est quand même arrivé, ceux qui ont 40, 50, 60 ans, ils en ont rien à foutre que la famille, enfin, du moins s'ils sont un peu libres. Ça peut les peiner au départ, mais ils ont bien compris que de toute façon, quoi qu'ils fassent, la famille ne sera pas d'accord, parce que c'est pas ce que fait la famille. Vous comprenez? Donc, quand on comprend que la famille accueille tout ce que nous faisons les bras ouverts et le sourire aux lèvres, à partir du moment où c'est entériné par la famille, que c'est accepté par la famille, que c'est voulu, que c'est ça c'est bien, ça c'est mal, vous voyez, on se dit qu'il est tout à fait normal qu'une famille ait ce réflexe de dire, alors si c'est un jeune, bien sûr, il faut se méfier, attention, il ne faut pas non plus déconner. Bon, si c'est un jeune qui a 14 ans qui dit je vais me faire moine, me tondre le crâne et j'arrête l'école, bon, on peut, si on est papa à maman, on peut un minimum s'émouvoir. Hein. Mais à partir de 20, 22 ans, bon, ouais, je voudrais dire 18 ans, mais bon, 18 ans est un gamin encore. Mais à partir de 22 ans, on va dire, on est quand même, allez, on est capable de prendre des décisions seuls. Je ne dis pas des bonnes décisions. D'ailleurs, on ne sait pas si la famille prend des bonnes décisions. Mais comme ils sont plusieurs à prendre les mêmes, bah, du coup, ça devient des bonnes décisions, puisqu'ils sont plusieurs à prendre la même. Hein. Donc, ils partagent un décisionnel, ils partagent des idées, des goûts, des envies, des buts, sans doute. Hein. C'est ça une famille.
Une famille, on croit que c'est des gens qui se regroupent. Non, non, ce sont des gens qui se regroupent autour d'un seul et même état d'esprit qui, lui, est très jaloux. Dans la Bible, il y a marqué à un moment donné, je suis un Dieu jaloux. Oui, on se demande si c'est vraiment un Dieu qui parle ou un état d'esprit général euh, dont les êtres humains de l'époque en ont fait un Dieu, un égrégore, ce qu'on appelle. Bon. Donc un Dieu jaloux, un état d'esprit jaloux, c'est-à-dire un état d'esprit qui ne laisse aucune latitude au moindre écart, au moindre dérapage, à la moindre tentative d'être un peu original, d'être un petit peu, comment je pourrais dire, ben, un peu olé olé, hein, voilà. Si dans la famille, toutes les femmes sont des bigotes et ont des cols jusque-là qui les étranglent, et qu'il y a une jeune fille de 18 ans qui arrive avec un col roulé au niveau de la moitié des seins, c'est sûr que ça ne va pas faire plaisir aux bigotes, qui, elles, font tout pour cacher qu'elles ont une poitrine. Bon, donc, on voit qu'une famille, c'est quand même quelque chose d'assez lourd à gérer. Enfin, à gérer, non, à affronter ou à supporter, je ne sais pas comment vous le voyez vous. Mais en fait, ce que je veux vous montrer, c'est que c'est quand même marrant que ce sont toujours nos très proches qui sont les premiers à faire allusion à un mot terrible qui est le mot secte. Parce que c'est terrible hein, de dire à quelqu'un tu es tombé dans une secte, tout ça parce qu'il fait une chose que l'on réprouve. Mais pour qui on se prend, quoi. J'ai envie de dire, hein, les gens de notre époque, surtout les plus sensibles, qui sont sûrement d'ailleurs à ce propos les plus fragiles, hein, mais qui se trompent on va dire, on va le dire qu'ils le font inconsciemment, qui se trompent d'ennemis, qui vont dire à quelqu'un qui es-tu pour me juger, alors que c'est quelqu'un qui connaissent ni d'Ève ni d'Adam, qui ont eu le malheur de dire l'inverse sur Facebook de ce qu'eux ils avaient écrit juste un peu avant. Alors on leur dit qui es-tu pour pas être d'accord, pour qui tu te prends, tu n'as pas la vérité absolue, et la personne ne se rend pas compte qu'elle devient ridicule et qu'elle se rend ridicule à écrire tout ça, hein, ou à le dire si c'est par d'autres supports où on peut parler directement. Donc, évidemment, pour qui tu te prends? Ben, pour qui se prend la personne qui dit pour qui tu te prends? Et pour qui ne se prendrait pas? Hein, et pour qui elle ne se prend pas, la personne? C'est vrai qu'une personne qui est faible et qui pense ne pas avoir beaucoup de valeur, quelqu'un qui arrive et qui a normalement de la valeur et qui se sent fort, ben, il va passer pour un orgueilleux. Alors qu'en fait, c'est l'autre qui est en état de faiblesse, qui est en dessous. Alors qu'on est à quatre pattes, il est certain que tous ceux qui se tiennent sur leurs jambes, on se demande pour qui se prennent. Pour qui te prends-tu d'être ainsi aussi grand que moi, enfin plus grand que moi? Et on a envie de dire, pourquoi tu restes à genoux? Lève-toi et tu seras aussi grand que moi, ou peut-être plus. Ouais, mais tous ceux qui se tiennent debout sur leurs pieds sont des êtres humains dignes de ce nom. Mais les gens qui sont faibles, qui sont affaiblis par quelque chose qui est une entité colossale, qui est quelque chose de laquelle on ne peut pas s'échapper, hein, quelque chose qu'on sait quand on y rentre, enfin du moins hein, on s'y retrouve, mais on ne peut pas en sortir. En tout cas, on ne peut pas en sortir sans y laisser des plumes. Hein. Alors, vous allez me dire, mais c'est marrant, tu parles d'une secte, mais je parle d'une secte. Je parle de la plus colossale, de la plus terrible, de la plus dangereuse des sectes. D'une secte que, de toute façon, les membres dirigeants, les piliers de cette secte, vous connaissent sur les bouts de doigts. On dirait presque qu'ils vous ont fait, tellement qu'ils vous connaissent. Ils savent sur quel bouton appuyer pour vous faire taire, pour vous faire parler, pour vous faire pleurer, pour vous faire rire. En fait, vous êtes de véritables marionnettes entre les mains de ces gens. Ils ne sont pas nombreux, bien que la secte peut avoir beaucoup de membres. Hein. Mais c'est vrai que les dirigeants sont généralement pas nombreux. Des fois, il y a un gourou pour toute la famille. Et des fois, c'est deux gourous. La plupart du temps, c'est deux gourous, dont l'un qui l'emporte sur l'autre et l'un qui fait semblant de ne pas voir que c'est l'autre qui commande et qui lui laisse parler, qui laisse prendre la responsabilité. Les décisions, c'est pareil. Hein. Bon, en fait, la personne, le gourou 2, le second gourou, c'est une gourou de secours, hein, si je puis dire. C'est une gourou de secours. Et bon, voilà, c'est un gourou de secours qui ne sert que de faire valoir. Hein, le vrai gourou, c'est celui qui se tient en arrière, qui se mouille jamais, qui demande dis ça, qui dit dis ça, empêche ça, t'as qu'à lui dire que. Et l'autre se fait le porte-parole et c'est lui qui, évidemment, qui prend tous les risques, qui passe pour un cochon, voyez, pour le gourou. Alors qu'en fait, ce n'est que le gourou numéro 2, le gourou de secours. Donc, il est vrai que, personnellement, j'ai jamais été étonné que quelqu'un me dise, tu sais, j'aime bien l'expression, il y en a qui disent, je suis entré en psyéso. Je suis entré en psyéso. J'ai envie de dire, Amen. Hein, voilà. Voilà, je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou du simple d'esprit. Voilà. Je suis entré en psyéso. Non, on n'entre pas en psyéso, on entre en religion, à la limite.
hein, puis on en sort si on veut. Enfin non, peut-être pas, je sais pas. Hein. Mais en tout cas, il y a une chose dans laquelle on ne s'est jamais vu rentrer et de laquelle on aura un mal fou de s'extraire, c'est la famille. Et la famille, c'est la plus lourde, la plus colossale, la plus dangereuse des sectes. La famille, c'est quoi? C'est des gens, si vous êtes le dernier né, hein, le plus jeune, ben quand les autres auront, vos aînés auront 70 ans, que les autres au milieu auront 50 ans et que vous aurez 35 ans, vous ne serez pas un gamin, ou 40 ans même, vous ne serez pas un gamin, mais vous serez le dernier né. Et vous resterez le dernier né toute votre vie. Et croyez-moi, enfin du moins toute la vie des autres, qui font en sorte que vous restiez le dernier né. Hein, voilà. Vous ne pouvez pas sortir de ce truc-là. Ou alors on vous dira, tu te rappelles quand tu étais jeune, comme tu nous faisais chier? Ah bon, que j'étais jeune? Mais quel âge? Oh, t'avais quoi, 2, 3, 4 ans? Ah, ben non, je m'en rappelle pas, justement. Ben vas-y, fais mon bonheur, enfin du moins, instruis-moi, qu'est-ce que je faisais? Ben tu nous emmerdais. Mais je faisais quoi? Oh ben n'importe quoi que tu faisais, ça nous emmerdait. C'est sympa, d'accord, ok. Donc quand j'étais gamin, j'étais un chieur. Oui, 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 ok. Et tu n'es pas en train de me dire ça parce que vous savez, il y a des gens aussi, ils sont les derniers d'une famille, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont cons, ils se sucent le doigt. Ils peuvent être même très, très, très psychologues, n'est-ce pas? Bon, ils peuvent même en faire un métier ou une passion. Donc, la personne qui vous dit ça, on pourrait aussi bien lui répondre, tu n'es pas en train de me dire ça pour me mettre dans la situation de me sentir redevable envers toi et de te laisser passer plein de choses. C'est-à-dire, bah oui, parce que généralement, tous ceux qui sont des gourous ou des mises ambulantes, ils sont tous sauf intelligents. Ils sont sûrement instruits, parce qu'ils sont vicieux, donc ils sont instruits. Mais ils ne sont pas intelligents. S'ils étaient intelligents, ils comprendraient à mi-mot. Mais même quand ils comprennent, ce n'est pas leur intérêt de faire voir qu'ils ont compris, évidemment. Donc, tu veux dire quoi, dit la personne? Ben, je veux dire que tu me rappelles un peu trop régulièrement que je t'ai emmerdé quand j'étais jeune. J'ai envie de dire, quel est ton but? Ah, mais c'est juste, non, s'il te plaît. Non, non, je te connais, hein, j'ai eu le temps, moi aussi, de te connaître. Ça fait 40 ans que je te pratique, ou que je t'emmerde, comme tu le dis. J'aimerais savoir pourquoi tu dis ça. Je vais faire semblant que je ne le sais pas. Et la personne, bien sûr, va se troubler, va s'énerver selon son caractère, va dire, tu vois, tu me fais encore chier. Voilà, tu faisais ça petit. Et elle va essayer de tourner la sauce, de manière à vous rendre dans un état de faiblesse, dans un état d'imperfection. Si vous avez emmerdé quelqu'un des années durant, vous avez envie de dire, excuse-moi. Mais si vous excusez, vous mettez en dessous. Et si vous avez le sentiment d'avoir fait chier quelqu'un, pour parler français, hein, je ne vais pas peser mes mots pour dire des choses comme ça, aussi vulgaires, aussi lâches, aussi moches. Donc, je vais employer les mots qui sont en fréquence vibratoire de la chose dont je parle. Hein. Donc, si la personne essaye de vous convaincre que vous l'avez fait chier toute sa vie ou toute votre vie, c'est pour vous montrer que vous êtes en dette. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est en dette de méchanceté envers quelqu'un? On compense par de la gentillesse. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en dette d'avoir un peu trop ouvert sa gueule quand on était petit? Ben, on ferme sa gueule maintenant qu'on est grand. Et comme ça, c'est elle qui parle et nous, on se tait parce qu'on n'a pas droit à la parole. On a trop parlé, on a trop hurlé, on a peut-être trop on a peut-être trop, je veux dire deux mots à la fois, pleuré quand nous étions petits. Puis un enfant de 6 mois à 3 ans, c'est rare qu'il pleure, on est d'accord. Il n'y a que les chieurs qui pleurent. D'ailleurs, les enfants, quand ils viennent pour faire chier les adultes. On est bien d'accord? Bien. Et donc, on s'aperçoit que toutes les réactions d'une famille qui réagit mal, on va le faire simple, hein, on ne va pas rentrer dans des mots trop de psychologie comportementale, technique, on va le faire très simple, hein, pour que monsieur, madame, tout le monde le comprenne, même si vous ne connaissez rien à la psychologie. Bon. On va dire que chaque fois que vous avez été déçu, que vous avez essayé de faire partager vos idées, que vous avez essayé de faire partager avec la famille vos joies, vos peines, peu importe, est-ce que vous avez remarqué la difficulté que vous aviez à rentrer? Autrement dit, la difficulté que vous aviez à, non pas vous faire comprendre, parce que vous inquiétez pas, pour refuser, il faut comprendre. On va pas refuser une chose dont on ignore tout. Hein. Donc à peine vous parlez, pouf, on vous rejette. C'est le sentiment que vous avez. Ce sentiment, vous pouvez y faire confiance. De toute façon, c'est de là qu'est venu vos peurs d'être rejetés, vos peurs d'être abandonnés, parce qu'il y a des gens qui sont à l'orphelinat et ils ne se sentent pas abandonnés. Il y a des gens, ils sont dans une famille unie, vous voyez, unis, et ils se sentent seuls, ils se sentent abandonnés, ils se sentent trahis, ils se sentent incompris, et ils ont l'impression qu'on va les lâcher d'une seconde à l'autre. Alors cette impression ne peut pas être fausse. D'où viennent toutes ces peurs? Vous savez, la femme qui dit, moi j'ai peur qu'on me largue, j'ai peur d'aimer, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Alors, la psy-éso l'explique, et c'est vrai qu'elle a mauvaise presse, c'est évident, puisqu'elle parle de ce que personne ne veut entendre.
Même quelqu'un qui va voir un psychiatre, il ne peut pas dire c'est la faute d'un tel, moi j'y suis pour rien. Le psychiatre, le psychologue, quelle que soit la dénomination, va essayer de vous faire comprendre que vous avez vos parts de responsabilité. Évidemment que nous avons nos parts de responsabilité, mais il ne va pas vous encourager à prendre des décisions, euh, comment dire, décisives, si je puis dire, des décisions qui sont définitives. On va vous encourager à essayer de comprendre l'autre, alors que la personne qui vous écoute et qui vous donne ce conseil n'essaye même pas de vous comprendre. Elle n'essaye même pas d'écouter que ça fait 30 ans que vous faites des efforts pour supporter des cons. Donc vous allez faire encore 10 ans de plus, on fera 40, hein, voilà. Et elle ne vous dit pas, tiens, c'est marrant, j'ai failli vous dire de faire un effort, et je viens de réaliser que vous me parlez de quelqu'un qui n'a jamais fait de votre vie d'effort. Cette personne n'a jamais fait le moindre effort pour vous être agréable. Vous avez toujours fait l'effort surhumain de faire semblant de ne pas voir que la personne vous prenait pour de la merde, de faire semblant de ne pas entendre les pics qu'elle vous envoyait, de faire semblant de ne pas réaliser à quel point elle vous met en dessous et que c'est comme ça que vous resterez en dessous. D'accord? On est choqué par ça. On ne peut pas, par exemple, il y a des gens qui discutent avec, je ne sais pas moi, ils vont discuter avec leur patron, avec un collègue de travail, et d'un coup, le collègue de travail ou le patron va dire le patron, allez, va dire, bon, allez, bouge-toi, il faut faire ci, il faut faire ça. Et d'un coup, vous pétez un câble. Et le patron, il va regarder, oh, qu'est-ce qui arrive? Vous êtes prêt à l'égorger. Pourquoi? Vous êtes prêt à y sauter, à y arracher les yeux. Pourquoi? Comment vous pouvez ne plus en pouvoir alors que, je vais vous mettre la totale, hein, parce que je l'ai vu de mes yeux, ce dont je parle. Je vous parle que de sujets que j'ai vus, que j'ai vécu ou que j'ai vu vivre par d'autres, hein, sinon je n'en parlerai pas. Et vous venez de bosser dans ce boulot, ça fait un mois que vous êtes dans le boulot. Vous imaginez ce que vous avez pu en un mois accumuler comme stress ou comme comment on appelle ça, réprimande, etc. Surtout que le patron, vous ne l'avez pas vu depuis un mois. Là, il vient, vous le voyez en personne, bon, vous êtes un petit peu ému, choqué, on se demande pourquoi d'ailleurs, hein, si on y réfléchit un peu. Et la personne vous fait une réflexion, oh, elle est pas méchante, mais c'est vrai qu'elle est un peu sévère. Et là, vous pétez un câble. Et si vous pouviez, vous direz, bon, j'en peux plus de vous. Et là, tu vas dire, comment ça, vous n'en pouvez plus de moi? Vous ne m'avez jamais vu. Ça fait un mois que vous êtes dans la boîte, c'est la première fois que je m'adresse à vous. Et là, vous allez vous sentir con. Et en effet, c'est normal que vous vous sentiez con. Mais parce que vous n'avez pas compris ce qui se passe vraiment. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Comment ça se fait que les couples en arrivent à se déchirer quand ils ont 20, 30, 40 ans, 50 ans? Comment ils en arrivent à se servir de leurs propres enfants pour se faire du mal mutuellement? Mais ça, il ne faut pas en parler. Ben si, il faut en parler justement. Pas pour nous. On s'en fout. Si on veut continuer à être con, c'est notre droit. On est majeur. Mais les enfants, eux, ne sont pas majeurs. Les enfants, ils n'ont pas à subir ça. On n'a pas à se servir d'un enfant pour faire du tort à son ex-femme, à son ex-mari, etc. On n'a pas à s'en servir pour espionner et savoir avec qui l'autre, quel que soit son sexe, baise. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans sa vie? Est-ce que ceci et cela? Toutes ces mesquineries viennent d'où? Vous allez me dire, ben, si c'est moi qui l'a produit, elles viennent de moi. Non, non, non. Non, non, parce que vous avez été des enfants, vous avez été manipulés, vous avez été conditionnés, et les personnes qui ont fait ça ont été les enfants qui ont été manipulés, qui ont été conditionnés. En fait, c'est le principe de ce verset de la Bible qui m'avait choqué quand j'étais jeune, qui m'avait fait frémir, en fait, de peur. Vous serez maudits jusqu'à la 7e génération. Waouh! Ah, bien sûr, je sais maintenant que c'était une allusion à peine voilée à la génétique. Mais d'un autre côté, la génétique, ça n'explique pas tout. Vous mettez dans une terre qui n'est pas arable, qui n'a pas de bons éléments. Hein. Moi, je suis pas ingénieur en agronomie, mais bon, qui n'a pas ce qu'il faut. Vous mettez une graine dedans. Il n'y a pas de soleil. Vous l'arrosez jamais. Qu'est-ce qui va arriver à cette graine? Ben, rien. Allez, au mieux, on va dire que d'un seul coup, il y a quelqu'un qui est sympa, il la magnétise et donc il fait ce processus de dessiccation qu'on appelle, c'est le terme exact, pour retirer l'eau des cellules. Donc la graine n'aura plus d'eau, mais elle ne sera pas morte, mais elle ne sera pas vivante. Elle ne sera pas capable d'exprimer la vie parce qu'elle sera en mode j'attends, hein, en mode attente. Et on va dire que vous arrivez, vous prenez un entonnoir, vous mettez de l'eau et vous mettez quelques oligo-éléments ou ce dont a besoin cette graine-là. Vous envoyez un projecteur dessus, j'invente, hein. Vous arrosez et au miracle, la graine commence à germer. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous avez créé des conditions favorables pour que se manifeste la vie. Vous ne créez pas la vie. La femme qui dit je porte la vie en mon sein, elle a raison. Mais quand elle dit je vais donner la vie, elle a tort. Il faudrait un petit peu arrêter le mot idéalisé là, hein, pour être gentil. On va dire que c'est ça. On ne donne pas la vie.
Déjà, il faudrait pouvoir la produire. Et puis, il faudrait déjà l'avoir reçue. On est une vie en mouvement. On est de la vie qui s'exprime. Mais on ne peut pas créer nous-mêmes. On ne peut pas se créer nous-mêmes. On ne peut pas. C'est difficile de faire autre chose que de se reproduire. Quand on se reproduit, ça veut dire quoi quand on se reproduit? Ça veut dire deux choses, parce que tout est double. On va produire exactement ce qu'on est, sauf que ça ne sera pas tout à fait comme on est. Parce que c'est la loi, parce que c'est comme ça. Vous pouvez appeler ça le processus de dégénérescence, vous pouvez appeler ça ce que vous voulez, que vous soyez mystique, que vous soyez religieux, que vous soyez... Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'une personne qui reproduirait toujours les mêmes choses sempiternellement, avec le temps, elle va les reproduire de moins en moins comme il faut. Elle va oublier des détails. Elle ne va pas faire tout à fait pareil qu'il y a 10 ans en arrière, par exemple. Vous voyez, c'est un peu comme le processus de vieillissement. La cellule va continuer à se reproduire, mais sur un rythme moindre. Hein. Alors, où je veux en arriver? Je veux en arriver que la génétique n'explique pas tout. Vous pouvez, par exemple, avoir des parents qui étaient fous tous les deux, mais madures, hein, complètement tarés, et ma foi, vous, vous êtes équilibré. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas les gènes de papa et de maman? Oui, vous n'avez pas été adopté, hein. Enfin, à moins que ce soit le cas, comme vous ne l'avez pas dit, mais normalement, non. Alors, ça ne veut pas dire que vous serez d'un équilibre phénoménal, mais vous pouvez être tout à fait normal, selon la norme humaine en tout cas, alors que vous aviez les parents qui étaient des malades mentaux, carrément. Vous voyez, bon. Parce que chez vous, les gènes ont bien été transmis, il n'y a pas de souci, mais ils n'ont pas été arrosés. Alors, c'est quoi, ils n'ont pas été arrosés? On va le dire comme ça. Ils n'ont pas été ensoleillés, ils n'ont pas été arrosés. On va dire qu'à la place du soleil, c'est la lumière. À la place de la lumière, c'est les idées, les pensées, la conscience, etc. À la place de l'eau, on va dire que c'est la force vitale, que c'est les émotions. Bon. Une personne qui voyait sa mère péter un câble toutes les 30 secondes qu'on l'a contrariée, peut être contrariée et choisir de ne pas péter un câble. Et sentir qu'elle est prête à le faire, mais qu'elle reste quand même, comment dire, elle reste maître de sa décision. Pas nécessairement de son système nerveux, pas nécessairement des résultats finaux, mais au moins de son choix. Moi, il m'arrive de sentir l'énervement monter en moi, je le stoppe, je dis non. Ça ne m'intéresse pas aujourd'hui. Je n'ai pas envie de me foutre en colère. Je n'ai pas envie de faire chier les gens avec ma colère. Voilà. Et la colère, elle retourne d'où elle vient. Hein. Ça ne veut pas dire qu'un jour ou l'autre, je ne vais pas l'exprimer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est moi qui décide et ça sera non. Et peut-être que 2 jours après, c'est toujours moi qui décide, un petit peu forcé et contraint, et ça sera oui. Alors je me mets en colère. Vous voyez? Donc, la génétique, c'est bien, mais on reste libre. Parce que dire que oh, papa, qu'est-ce qu'il avait? Ah, il avait des problèmes de pancréas, toi aussi, tu te piqueras l'insuline. Ah bon, et pourquoi? Parce que c'est ce qu'on voit généralement. Alors non, ce qu'on voit, c'est une chose, alors qu'en fait, il y en a deux. Si on regarde bien, il y en a deux. Regardez, étudiez de près l'état d'esprit, la psychologie comportementale de papa. Étudiez l'état d'esprit, la psychologie comportementale de fiston. Et vous verrez que les deux se ressemblent étrangement. Donc, en plus d'avoir la génétique, il y a quelque chose de plus terrible, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit qui a été proposé à l'enfant, ou proposé, vous voyez, vraiment, voilà, avec, avec douceur, n'est-ce pas, à coup de marteau, parce qu'il n'avait pas le choix, c'est comme ça et c'est pas autrement. Il y a des pères, il y a des mères, hein, voilà, il n'y a pas que le père, mais il y a des mères qui vont dire à leur fils, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est une expression qu'on retrouve encore à notre époque, que j'ai connue moi jeune, mais quand on entend ça, qu'on est gamin, on se dit, mais de quel droit? Pourquoi ça serait comme ça et pas autrement? Je n'ai pas demandé de me jeter par la fenêtre pour voir si j'allais flotter. Ça serait me mettre en danger et perturber la quiétude de ceux qui ont la responsabilité de ma vie. Je suis gamin. Mais je demande une chose, on me le refuse. Et après analyse, parce que moi j'ai analysé très jeune, croyez-moi, après analyse, on s'aperçoit que ça coûtait rien. Parce qu'avec un peu d'intelligence, si les parents disent une fois c'est trop cher, ils n'ont pas besoin de répéter 20 fois. Quand on a un certain âge, même en étant encore enfant, on est tout sauf con. On est un enfant, on a des désirs. Mais ces désirs peuvent être auto-frénés, pas par les parents, mais par l'enfant lui-même. Si lui-même, il comprend que ce que ça demande n'est pas réalisable, elle n'est pas raisonnable. Vous voyez, et il y a des enfants qui sont comme ça, ils sont moins cons que ce qu'on croit. Mais seulement, quand ils demandent quelque chose qui ne nécessiterait qu'un petit peu d'ouverture d'esprit, et que les parents disent non, et qu'ils rajoutent c'est comme ça, c'est pas autrement, on est obligé de ressentir une colère monter en nous, en soi, et de réaliser à quel point les parents ont une responsabilité qu'ils ne s'imaginent même pas. Ils sont les maîtres de la génétique et ils ne le savent pas.
Une famille, c'est parce que je vais en revenir, ne vous inquiétez pas, je ne perds pas de vue le sujet, et lui ne perd pas de vue non plus, parce que bon, on l'a tous sous le nez. Hein. Une famille est une machine à, comment dire, à entériner la génétique, allez, on va le dire comme ça. C'est-à-dire que ce ne sont pas vraiment les gènes en étant transmis qui vont nous transmettre des maladies, qui vont nous transmettre des états d'esprit, etc. C'est le fait que l'enfant va être soumis à un bombardement unique, c'est-à-dire que l'ennemi, il a qu'un bazooka et il tire au bazooka, mais il est à munitions illimitées. Donc voilà, c'est pas avec un arc, c'est pas avec même des petites balles, c'est un bazooka. Donc voilà, il va pas trop nous louper, quoi, vous voyez. Et donc on nous tire à bazooka presque à bout portant. On n'a pas trop le choix quand on est gamin que de au moins, si on veut se défendre et qu'on est un peu rusé, ou un peu vicieux, appelez ça comme vous voulez, on va faire semblant d'être d'accord. En attendant, on va dire, hey, parle, et plus tard, je ferai ce que je veux. Il y en a qui sont capables de faire ça. Bon. Il y en a qui, dès l'âge de entre 13 et 15 ans, ils arrivent à quitter leur famille alors qu'ils y sont encore, mais ils n'y sont plus ici. Ceux-là, la génétique, ils se la mettent où je pense. Ou alors ils la roulent, ils la mettent sur l'oreille, ils la fumeront plus tard. Il n'y aura aucun impact au niveau de la génétique. Ou quasiment pas. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, planter une graine dans un sol ne suffit pas. Encore faut-il que ce sol soit arable, encore faut-il entretenir la graine, en prendre soin, qu'elle ait du soleil, qu'elle soit rosée, qu'elle ait tous les oligo-éléments nécessaires pour pouvoir s'épanouir, etc. Donc on ne peut pas planter une graine sur un rocher et attendre de voir fleurir un arbre en quelques jours. On peut peut-être, certains diront que non, moi je dis que oui, on peut, je l'ai fait d'ailleurs étant jeune, on peut accélérer la croissance d'une plante. Vous prenez une plante témoin, vous prenez une plante que vous avez plantée avec les conditions XY, pareil à côté, et vous allez entretenir une relation avec la seconde plante qui est bien séparée, hein, il faut qu'il y ait plus de 4 mètres, 8 mètres, ça serait pas mal, entre les deux pots, et vous allez prendre soin de XY façon, mais surtout pas d'une manière, comment dire, agronomique, ou je sais pas comment le dire. Vous n'allez pas mettre plus d'eau, vous n'allez pas mettre plus d'oligo-éléments, vous n'allez pas la mettre à un endroit plus ensoleillé ou plus froid. Non, vous n'allez pas tricher. Vous allez simplement entretenir avec ce second pot avec la plante dedans, une relation. D'accord? Simplement, vous allez vous concentrer dessus, y parler, etc. La magnétiser un peu, si vous voulez. C'est pas tricher. Ce sont des choses dans lesquelles les scientifiques et les ingénieurs agronomes ne croient pas, enfin la plupart. Donc, ils ne pensent pas que l'état d'esprit de celui qui est cultivateur va agir sur les cultures. Ça ne vient pas l'idée. Bien qu'il va lire et qu'il va trouver ça étonnant que les scientifiques d'aujourd'hui disent que l'observateur d'une expérience peut agir sur l'expérience par son observation. Ça, il va trouver ça sympa. Mais si on lui dit que ses haricots pousseront plus vite s'il a de l'estime pour sa terre et pour son métier, ce qu'il fait et qu'il le fait avec amour, il va dire je fais ça depuis X décennies, vous n'allez pas m'apprendre mon métier. Mais justement, son métier, non. Mais ça, c'est pas un métier. Ça, on rentre dans un domaine qui s'ajoute à n'importe quel métier, qui est l'intelligence. Hein, l'intelligence peut s'ajouter à un menuisier, un charcutier, un pâtissier, à qui vous voulez. L'intelligence n'est pas nécessairement de bien faire son travail. L'intelligence, c'est de se rendre compte que quelle que soit la qualité du travail qu'on a déjà atteint, on peut faire mieux. On a atteint cette qualité, on peut aller plus loin. On peut aller toujours plus loin. Hein? Je vais boire un coup. On va imaginer, bon, c'est grossier comme exemple, mais bon, certaines familles sont encore plus grossières, si je puis me permettre, et je me permets tout seul. Donc on va imaginer que papa, quand il était petit, son père l'humiliait dès qu'il pouvait. Tu es une merde, tu sais pas ce que tu fais, t'es pas bon. Alors bien sûr, vous aurez remarqué ou pas, ça dépend si vous aimez la psychologie, plus un père va dire à son fils, t'es une merde, t'es bon à rien, tout ça, plus le fils va dire, regarde papa comme je saute haut, regarde papa comme je suis bon. Parce qu'il veut rattraper le coup. Toujours. Un enfant va toujours rattraper le coup. Et comme il n'y arrivera pas, il va garder l'habitude de rattraper le coup tout en sachant qu'il n'y arrive pas. Mais il ne pourra pas s'en empêcher, ça sera devenu ce qu'on appelle compulsif. C'est-à-dire que l'espoir fait vivre. Je sais que je vais lui demander de me pardonner, mais il ne le fera pas. Mais au moins, je me fais du bien en lui demandant.
Parce que imagine comme j'aurais l'air con s'il me disait tu aurais dû me demander pardon, je t'aurais. Ouais, bon. Donc il y a toujours l'espoir dans l'homme. Et l'espoir dans l'homme commence dans le petit garçon, dans la petite fille. Hein, voilà. Donc plus une mère va snober sa gamine, plus la gamine va faire quelque chose pour attirer son attention. Snober dans le sens de je te vois pas, je te marche dessus, mais bon, en fait, je veux pas te dire, je veux pas me le dire, mais tu me fais chier. Voilà, je voulais pas d'enfant, je t'ai venu, bon, tu m'emmerdes. Seulement, bon, je peux pas sortir ça devant tout le monde. Je vais me faire étrangler par les autres mères, surtout celles qui pensent exactement la même chose et qui se refusent le droit de le dire, hein, comme si c'était quelque chose de démoniaque. On a le droit de dire j'ai raté ma vie, mais on a le droit de dire ben, j'ai raté ma vie de père, j'ai raté ma vie de mère, je suis pas un bon père, je suis pas une bonne mère, j'ai fait de mon mieux, mais franchement, ça vaut pas un pied de la peine ce que j'ai fait. Ça vaut rien. Vous voyez? Généralement, ce qui se passe, c'est que chacun a son rôle. Enfant, on casse le gosse. On le casse en deux, on lui fait comprendre que c'est pas lui qui commande, etc. Quand il devient plus grand, vers les 14-16 ans, généralement, c'est les filles les plus, les plus aptes à y aller en premier. Ça va être l'inverse qui va se passer. La mère va commencer à faiblir, ou le père, avec le garçon, ou la mère avec la fille, etc. Hein, le sexe identique. Et ça va commencer à être des reproches. Le fils, ça va être légèrement, parce qu'ils sont un peu moins courageux quand même, que la fille va dire t'as vu, papa, je suis pas si mauvais que ça. Et après, hey, papa, tu aurais réussi, toi, à le faire. Et là, papa, il commence à avoir les boules. Mais il a que ce qu'il mérite. Parce qu'il a créé un aller, ça crée un retour. Il envoie une balle contre un mur. Et la balle est en caoutchouc. S'il avait envoyé en béton, elle serait tombée au ras du mur. Mais il envoie en caoutchouc, elle rebondit, il se la prend dans la gueule. Donc la famille, c'est ça. Au départ, c'est on contraint les enfants à réaliser à quel point ben, ils ne doivent pas l'ouvrir. Ils ferment leur gueule et ils peuvent éventuellement obtenir, non pas ce qu'ils désirent, pas déconner, mais ce que la famille pense que c'est bon qu'ils puissent désirer. Hein, voilà. Alors il y en a qui vont dire, oui, mais je ne comprends pas ton discours, parce que moi j'ai fait l'inverse, mon gosse, j'y ai tout passé, il a été élevé, franchement, c'était la vedette. Et bien sûr, on voit de plus en plus ça. D'ailleurs, on verra de plus en plus ça. Non pas parce que les parents veulent faire ça, mais parce qu'ils ont baissé les bras et qu'ils n'en peuvent plus. Avant même de réaliser qu'ils ont fait une erreur d'avoir eu des gosses, ils le ressentent très fort. Ça leur tombe dessus. Comme s'ils se prenaient le gosse sur la tronche, quoi, en gros. Donc, c'est même pas qu'ils disent je choisis, c'est qu'ils sont choisis par leur manque de force intérieure. Ils ont un enfant, si l'enfant est un peu éveillé, autrement dit, ben, il va pas la fermer, hein, il va pas être discret, il va pas être dans son coin, sage comme une image, hein, et demander la permission de les pisser juste avant de se pisser dessus. Non, ça n'existe plus des gosses comme ça. Puis je ne sais même pas si ça existe un jour, et s'il est bon que ça existe, je ne suis pas certain, vous voyez. Voilà. Donc on a des gosses qui sont plutôt, on va dire, éveillés, hein, voilà, qui ont du mal à s'endormir la nuit, et qu'on a du mal à s'endormir nous, parce que justement, ils le font savoir qu'ils n'auront pas à dormir, qu'ils n'ont pas envie. Donc, il est de plus en plus difficile d'élever des enfants. Pourquoi? Et c'est une bonne chose. Ah bon? Ben oui. Parce que c'est pas bon d'élever les enfants. On n'avait même pas commencé à élever les enfants. On ne doit pas élever un enfant. Et pourquoi pas y tirer sur la tronche en le prenant par les pieds pour le faire pousser aussi? C'est ça, élever un enfant. C'est dire, allez, tu vas pousser ou merde? Dans quel sens? Ben dans le sens où je décide moi, qui d'autre? C'est toi qui grandis, donc c'est moi qui te fais grandir, c'est évident. C'est idiot comme question, vous voyez? Donc, on élève les enfants, on choisit leurs vêtements, on choisit qu'est-ce qu'ils doivent apprendre à l'école. On choisit ce qu'ils doivent manger. On choisit quand ils ont plus faim. Ben, c'est normal, c'est la mère qui sent quand le gosse a plus faim. Elle le sent dans. Où elle le sent? Dans son estomac. Vous voyez? Bon. Donc, alors bien sûr, il y en a qui vont dire ouais, mais je comprends pas, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à élever les gosses, tout ça. Mais c'est ce que je vous dis. C'est même pas que je vous dis que c'est pas facile d'élever les gosses, je vous dis que c'est devenu quasiment impossible. Parce qu'ils ont atteint un tel niveau de maturité en tant qu'entité que maintenant, il n'y a pas 36 solutions. Ou vous laissez tout faire à vos gosses, tellement qu'ils sont éveillés, et c'est pas bon du tout, on est d'accord. Ou alors vous les brimez, et là, ça va vous péter à la gueule. Vous voyez? Parce que quand il y a des parents qui se disent, euh, ça me fait de la peine de le dire, mais mon gosse est plus éveillé que moi. Mais évidemment, c'est même une évidence qui devrait nous sauter à la gueule. Moi, je suis né en 1960, d'accord? Si j'élève un gamin maintenant qui est né en 2019, que je le prends maintenant, il va naître dans un monde et avec des archétypes mentaux qui n'existaient pas à l'époque. Il n'existait pas d'ordinateur. Il n'existait pas tous ces plaisirs, il n'existait pas toute cette publicité, il n'existait pas toutes ces choses-là. On l'a découvert au fur et à mesure.
On a cru qu'on l'a découvert, mais en fait, on s'y est adapté, on n'a même pas vu. On s'y est adapté. Une personne qui est en train de regarder un film d'un coup, comme elle paye sa redevance télé, mettez-vous à sa place, hein, elle n'a pas le choix. Elle pourrait dire, je ne veux pas regarder la télé, donc elle ne paye pas la redevance. Mais la redevance, c'est obligatoire. Vous avez une télé? Non, mais aussi, vous avez une télé. Oui, bon, ben vous payez la redevance. Bon, d'accord. Alors, on va regarder la télé. Ouais, tant qu'à faire, on ne va pas filer des ronds et être là à ne pas regarder la télé. C'est vrai que c'est con ce qu'il y a à la télé, mais bon, on a payé, hein, voilà. Donc, on raisonne comme ça. Mais on ne se le dit pas, on ne va pas le dire entre voisins, sinon on aurait l'air con. Et on se ferait moquer de nous. Donc, on va regarder la télé et d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Pouf, il y a une publicité. Alors, au départ, on dit, ah merde, pourquoi une publicité? Ben, tu as d'autres questions idiotes pour gagner du fric. Mais pourquoi ceux qui font ça gagnent du fric? Parce qu'ils nous en prennent déjà du fric pour la télé. Ben parce qu'ils en prennent deux fois. Et tout est double. Ils t'en prennent une fois et ils t'en prennent deux fois. Et dans les deux cas, tu fermes ta gueule. Non, mais non, tu fermes ta gueule. Parce que pendant que le film s'arrête, c'est pas la peine de l'ouvrir. Ça va pas reprendre pour. Vous voyez? Et la personne, d'abord, elle râle parce que c'est une agression, ça. Vous êtes en train de regarder un film, au bon moment de l'action, pouf! Allez, publicité sur les couches Pampers. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat et autant vous n'avez même pas d'enfants. Qu'est-ce que vous en foutez des couches? D'accord? Après, on va vous faire des publicités sur des gros sandwichs hauts comme ça, remplis d'une viande bien baveuse, alors que vous êtes vegan, par exemple. Qu'est-ce que vous en avez à foutre de ça? De quel droit on vous impose ça? Qui vous a demandé la permission? Ben, pourquoi voulez-vous qu'on vous la demande? On ne vous a jamais demandé la permission. Depuis tout petit, on vous a dit ta gueule et fais ce qu'on te dit. Alors, bien sûr, on ne l'a pas dit comme ça. Mais moi, je m'excuse, mais quand je regardais la télé à une époque et qu'il y avait la pub, ben, ça me gonflait. Après, je me suis dit, ben, tiens, j'ai profité de la pub pour les pisser, parce que la pub me faisait... Donc, j'allais pisser, vous voyez. Et à un moment donné, je me suis dit, mais attends, tu n'es pas en train de t'adapter, là. Non, c'est pas ça, s'adapter. S'adapter, moi, je m'adapte au climat, parce que je n'ai pas le choix. Je m'adapte s'il neige. Je m'adapte, que je le veuille ou pas, avec que ça me plaise ou pas, que je pleure ou que je chante. Je m'adapte à la pluie, parce que je n'ai pas le choix. Je m'adapte au fait qu'en hiver, c'est pas comme en été. Je m'adapte que je vais me baigner au mois d'août, mais pas le 25 décembre. Vous voyez? Je dis pas que ça me plaît, mais je dis en toute intelligence que je me sens pas lésé. On me demande pas de fermer ma gueule, c'est comme ça. Mais pourquoi on va me couper le film pour lequel je paye une redevance télé pour gagner encore des sous sur mon dos et alors que ça me fait chier? Vous voyez? Donc pourquoi ça peut passer? Et c'est passé, vous inquiétez pas. De toute façon, c'est trop tard. Hein, j'en parle comme ça parce que justement, c'est trop tard. Sinon, je pourrais avoir des problèmes. Il faut dire, oh là là, celui-là est dangereux. Il va faire, il va faire capoter un truc qu'on avait mis au point. Je bois un coup. Non, non, vous avez perdu la main définitivement, ça sert à rien. Payez votre redevance. Acceptez qu'il y ait des pubs 4 fois dans la soirée ou 5 fois. De toute façon, vous n'avez pas le choix, donc voilà. Hein, vous voyez? Bon. Mais vous pouvez me dire, mais est-ce que j'aurais pu faire quelque chose? Mais non. Ou alors, à quel moment j'aurais pu faire quelque chose? Non. Vous ne pouvez pas. J'ai pas dit vous ne pouvez plus. J'ai dit vous ne pouvez pas. C'est très différent. Pourquoi vous ne pouvez pas? Vous êtes petit. Maman, je veux, tais-toi, je parle. Ok. Publicité. Maman, tais-toi, je parle. Ah, ok. Publicité. Tiens, je vais aller jouer. Pourquoi tu as le choix? Ben si, je pourrais rester là et attendre qu'elle ait fini de parler. Ben, elle n'arrêtera pas. Ben, elle va bien s'arrêter. Non. Parce qu'après, c'est l'heure de faire les devoirs, après, c'est l'heure d'aller se coucher, après, c'est l'heure de ta gueule. Voilà, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Vous voyez? Mais on ne s'en aperçoit pas parce qu'on est petit. Après, on va à l'école. Un peu plus grand, on va à l'école. Prenez le cahier, j'ai pas envie. Ah, mais on s'en fout que tu n'as pas envie. Tu prends ce cahier et tu te dépêches. Sinon, tu te retrouves chez le proviseur ou le directeur et tu vas être content du voyage. Alors, on réfléchit. On a, pas moi, alors on va dire un peu plus tard, à 10 ans, on dit je vais aller chez le proviseur. Le proviseur va appeler mes parents ne vont pas être contents qu'on les dérange, ça va les faire chier, puis je vais avoir un zéro. Si j'ai un zéro, je n'aurai pas de bonnes notes. Si je n'ai pas de bonnes notes, je n'aurai pas un bon métier plus tard. Et mon père, j'ai intérêt à reprendre son cabinet parce que si je ne reprends pas son cabinet de dentiste ou de médecin, bon ben ma gueule. Voilà.
ma gueule. Et il arrive un moment, bon là je vous passe toutes les étapes, hein. Plus tard ça sera un patron qui vous dira, tiens, tu peux faire ça, gentiment, hein. Et si je veux pas, ben, tu le fais quand même, sinon je te paye pas. Ah oui, mais si tu me payes pas, j'ai pas de sous. Ben non. Et si j'ai pas de sous, je peux pas manger. Ben non. Mais alors tu vas m'affamer? Non. Je t'ai juste donné un ordre. Et on va dire, ah putain, oui, il a raison, j'ai l'air con. Non, vous n'avez pas l'air con. Vous êtes pris dans un maelstrom, vous êtes pris dans une tempête qui ne menace plus, ou pas, de vous décoller du sol et de vous envoler. Vous êtes déjà envolé. Vous êtes déjà presque dans l'œil du cyclone. Et dans l'œil du cyclone, vous allez tomber, vous écraser au fond. Parce qu'il vous a monté à 200 mètres d'altitude. C'est fini, c'est trop tard. Alors, c'est pas pessimiste ce que je dis. Ça serait pessimiste si je disais deux choses. C'est-à-dire que je fermais les deux portes. La porte de gauche et de droite, du couloir. Si je vous disais, c'est trop tard, vous ne pouvez plus rien faire à ce niveau social, et que je vous dise, vous ne pouvez pas vous extraire de ce niveau social. Là, ça serait négatif. Mais on peut s'extraire de ce niveau social. Alors, pas d'un coup. On a mis des années sans s'en rendre compte à se faire piéger, à se faire vandaliser l'âme. Bon, on va mettre quelques mois, voire quelques petites années, pas beaucoup, 2-3 ans. Et dans ces 2-3 ans, on va passer en revue toutes nos possibilités de nous dédouaner, de nous sortir de ce truc-là. Vous allez prendre l'avion, vous allez arriver, on va vous dire, monsieur, madame, ouvrez vos valises. Non, mais tu rêves. Et je te montre mes petites culottes aussi. Ben oui. Non, mais j'ai pas envie. Non, mais on ne te demande pas si tu as envie. On te dit, j'ouvre les valises, ta gueule. Tu obéis. Et puis, je serais pas content, on met les melottes, on vous met en prison. Parce que je n'ouvre pas ma valise? Non, parce que tu obéis pas. Mais vous êtes qui? Ben, on est ceux qui t'embrassent. Je ne me suis pas permis de le dire. Vous voyez, c'est exactement comme ça. Et on le sait très bien. Alors, quelle est la réaction primale? J'allais dire primaire, mais je préfère dire primale. C'est plus... Hein, voilà, c'est tripe. La réaction primale de quelqu'un qui réalise, comme ça vous comprendrez pourquoi il y a des vérités qu'on n'a pas envie d'entendre. Parce qu'elles sont insupportables, et donc on n'est pas capable de supporter, et ça on le sait. Bon. C'est une réaction primale. On se dit, waouh, mais alors quel intérêt j'ai, moi, de penser à ça? Si je pense à ça tout le temps, je me pends. Et en plus, je me dépends et je me mets 2 coups de couteau dans le dos. Je préfère me tuer moi plutôt que de réaliser qu'on me tue à petit feu. Donc la personne pense que c'est ça. Si elle prend conscience, c'est ce qui va arriver et qu'elle va avoir une prise de conscience effroyable qui va la tétaniser, qui va la tuer. Donc elle dit, hop, c'est fini. Et là, elle se condamne. Mieux que quiconque aurait pu le faire. Même mieux que le ta gueule qui est socioculturel et qui règne. C'est lui qui règne en maître. C'est pas un président, c'est pas des ministres, c'est pas... Non, 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 non. Non, non. C'est un espèce de gros démon par lequel passe tout le monde. Alors quand on passe par ce démon, on se teinte de la couleur de ce démon. Alors on dit, mon patron, il est terrible. Je peux rien faire contre lui. Non. C'est l'idée patronale qui est terrible. C'est l'idée ceci qui est terrible. C'est l'idée cela qui est terrible. C'est le fait de dire, j'ai 14 ans, si je veux aller au ciné, je suis obligé de demander des sous à ma mère. Ta mère, mais tu veux dire, celle que tu as traité de salope hier? Bah oui. Et tu crois qu'elle va te les donner? Bah je sais ce qu'il me reste à faire. Ah bon, mais ça s'appelle un inceste, ça. Non, 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 mais c'est pas sexuel. Mais bon, il va falloir que je fasse quelque chose qui ressemble à ça, mais psychologique. D'accord. Et si c'est ton père, bah je ferai pareil. Hein. Toujours psychologique, bien sûr, rassurons-nous. Voilà. Donc, de tout jeune, on nous apprend à faire des gâteries, pour pas le dire, on nous apprend à faire des gâteries à ceux qui ont un pouvoir sur nous. Donc, une personne qui est un peu faible mentalement, j'ai nommé 95% de l'humanité. C'est pas méchant, hein, c'est la vérité. Parce qu'en vérité, c'est ce qui se passe. Une personne qui est comme ça, un peu faible, et vous allez voir que c'est comme un culotté quand on est faible de se prendre pour un fort. Et c'est ce qui arrive. Donc, une personne qui est faible, elle va dire, j'ai pas vu, il n'y a pas de mal. Il se passe rien. Non, non, mais c'est normal. Ben, je vais aller voter, je vais aller... voilà, non, non. Je veux rien entendre. En plus, tous ces gens avec le complot, vous comprenez, il y en a qui parlent des extraterrestres, il y en a qui parlent... On les fait passer pour des imbéciles. Ben oui, avec une force qu'on pourrait se servir, dont on pourrait se servir pour se libérer. Mais non, libérer, on a les miquettes, hein, on a peur, là. Non, non. Mais cette force, on va s'en servir quand même. Et on l'a donc, cette force. Mais on décide qu'on l'a pas. Eh oui. La personne à qui, par exemple, le coup classique, c'est des choses qui arrivent tous les jours, demander à n'importe quel
commune, maire, adjoint au maire, ou etc., il vous le dira. Vous avez une personne qui fait sa demande pour avoir une piscine dans son jardin. D'accord? Vous avez bien compris, dans son jardin. Jusque-là, il n'y a rien qui vous choque. Bon, elle demande la permission à quelqu'un d'autre qui ne possède pas ses papiers, qu'on lui fait chier à posséder, qui n'a pas payé les redevances qui se fait chier à payer, qui n'a pas l'acte de propriété du terrain, mais elle va demander la permission à quelqu'un d'autre de construire une piscine chez elle, à l'endroit où elle a payé, hein, que c'est chez elle. Bon. On va lui dire non. Pourquoi? Bah parce que là, cette année, le conseil machin de général de Je te ta gueule, il a décidé que non, il n'y aurait plus de piscine construite parce que ça dénature. Et puis, il y a à côté, il y a un petit ruisseau qui passe à 28 000 km. Et puis, il a été classé monument hystérique, le lieu. Donc, tu ne peux plus construire une. Voilà. Ah ouais, d'accord. Bon. On part de là, on est un peu. Vous savez, comme quand une grenade a explosé, qu'on a les oreilles qui sifflent, qu'on est un peu ébahi comme ça. On sort de là, de la mairie ou de je ne sais pas quoi, enfin de tous ceux qui ont le pouvoir de décréter à votre place, sur tout ce qui vous concerne vous, évidemment. Et vous êtes un peu sonné, vous dites, vous êtes habitué à ta gueule, depuis tout petit, c'est ta gueule. Bon. Mais là, il y a un truc qui. C'est comme si que vous étiez voyant sans le savoir. Vous avez perçu qu'il y a un truc qui va vous choquer. Pas maintenant, parce que vous sortez, vous êtes plutôt comme ça. Vous voyez, un peu flottant. Mais vous sentez que vous allez être choqué, vous le sentez. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que quand on va rentrer chez vous, quelques jours après, quelques semaines après, votre voisin fait venir un terrassier, il commence à faire des travaux. Alors, bien sûr, vous ne savez pas instantanément ce que sont ces travaux. Non, vous ne le savez pas. Hein, je vous fais du bigard là. Voilà. Bon. Et ben, pour avoir le cœur net, autrement dit, pendant qu'il bat la chamade, parce que vous connaissez déjà la réponse, vous dites voisin, oui, celui qui est juste derrière la barrière. Hein, il y a juste une barrière, c'est la même commune. Hein. C'est un numéro de lot différent. Ben oui, voilà, c'est ça qui explique tout. Et qu'est-ce que tu fais là? Ben, je fais construire une piscine. Non, mais tu plaisantes? Non, non, pas du tout. Non, tu déconnes. Non. Bah, tu dis ça pour me faire chier parce que tu sais que. Oui, oui, non, mais je suis au courant que tu as demandé à la piscine, on te l'a refusé. Ben, c'est normal, toi, tu es dans le lot 28, moi, je suis dans le lot 29. Et alors? Ben, il y a une délimitation qui a été faite par un ta gueule qui existe là, voilà. Et il a décrété que. Et tu trouves ça normal? Ben, moi, j'ai eu le droit de faire la piscine, donc oui, je trouve ça normal. Voilà. Et oui, mais si je suis pas d'accord. Ah ben, tu vas faire quoi? Ah ben, je vais m'attaquer à qui, à quoi? À qui pouvez-vous vous attaquer quand vous êtes faible, que c'est un ta gueule définitif duquel on ne peut s'extraire? Ben, vous allez vous attaquer à ceux qui vont être les victimes. Ben, oui. Donc vous allez attaquer le voisin qui a sa piscine parce que vous n'avez pas eu droit, vous n'allez pas vous attaquer en haut lieu. Et au lieu, c'est papa, maman, c'est les dieux, les déesses, si on ne touche pas, c'est sacré. C'est sacrément chiant, mais c'est sacré. Tandis que le voisin, il est faible comme vous. Donc on va s'attaquer à aussi faible que nous, donc à aussi peu fort. Ou aussi fort. Donc on risque pas grand-chose. Et là, on rentre dans un état d'esprit qui est secondaire, parce que vous allez me dire, mais oui, c'est un fumier le mec qui fait ça. Certes, bien sûr, c'est un fumier. C'est comme tirer qu'un fusil sur un lapin qui a aucune défense et qui vous regarde avec les oreilles comme ça. Hein, c'est jamais. Si vous loupez le lapin qui vous saute à la gorge et qui vous éclate, comment on fait? Ben, c'est un risque à courir d'être chasseur, vous voyez, bon. Surtout que les lapins, les daims, tous ces animaux avec des griffes, avec des dents. Oh, les loups en ont peur, les lions s'en vont en courant quand ils sachent qu'il y a un daim qui arrive, vous voyez. Donc, on s'attaque toujours à plus faible que nous, ou au moins aussi fort que nous, si possible un peu plus faible, hein, parce que de toute façon, on n'en peut plus de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi? Ben, je vous pose la question, vous allez me dire, ben, c'est quand même pas la famille. Alors non, pas la famille, pas la famille de sang, mais la famille. Autrement dit, l'égrégore, cet égrégore de merde, pardon, cet égrégore magnifique qu'on appelle l'inconscient collectif, dont le but est de rester inconscient collectivement. Et donc, on est inconscient collectivement, on est collectivement inconscient. Et donc, on ne se rend pas compte qu'on souffre. Et donc, il ne faut surtout pas en parler. Donc, tous ceux qui vont parler de ça en disant une chose bizarre, qui n'est quand même pas logique, vous savez, pour sortir de l'inconscience, il faut devenir conscient. Oh, c'est drôle, d'où il sort ça, lui, ça a l'air con. Ben oui, mais c'est comme ça qu'on fait. Oui, mais tu vois bien qu'on ne peut pas, je ne veux pas rentrer dans tes idées, je vais me faire de la peine, mais tu vois bien qu'on ne peut pas quitter ça. Mais si, on peut quitter. Collectivement, ah non, non, c'est là justement l'erreur. Hein. C'est le principe des grèves, c'est les principes des trucs, c'est le principe que quand plusieurs personnes bougent ensemble, ça ne peut qu'émouvoir tous les ta gueules qui existent. Ça ne plaît pas, ça. Vous vous rendez compte que plusieurs personnes se groupent pour faire la révolution, mais c'est très dangereux. Non, c'est pas dangereux du tout, mais c'est bien qu'ils le croient pour l'instant.
Ce qui est infiniment plus dangereux, c'est qu'avec le temps, les consciences individuellement se réparent et comprennent qu'on les a pris pour des cons et qu'ils en étaient responsables parce qu'ils étaient faibles. Ils ont accepté cette faiblesse, ils l'ont cautionné, ils l'ont entretenu, ils l'ont savamment entretenu par toutes les méthodes possibles, imaginables qui étaient à leur portée et qu'on aura prêté, hein, on aura dit, vous ne pouvez pas vous inspirer des contenus de ce livre, c'est quoi? Comment être un comment vivre en société sans se soucier de ce qui se passe au-dessus? Oh, ça a l'air bien, le titre a l'air. Ah ouais, c'est très bien. Et ça donne quoi? Ben, ça donne des gens qui sont heureux dans une société prospère, enfin du moins le haut de la société, et le bas, ben, il faut bien que ceux d'en haut prospèrent par le travail de ceux d'en bas. Vous voyez. Et donc on est habitué, on se dit, mais ça c'est ma Bible. C'est quoi ta Bible? C'est la Bible catholique? Non, non, rien à voir, c'est pas religieux. C'est social, c'est pire. C'est la secte, c'est the secte, c'est l'inconscient collectif, qui est une secte immense, dans laquelle il y a des petites bulles sectes, hein, qu'on peut appeler les lois humaines, qui sont faites pour je ne sais plus si c'est pour les humains ou par les humains. Non, ce serait plutôt par une certaine catégorie, pas tous, hein, pas non plus déconner, si c'était tous, ils feraient des lois qui seraient valables pour tous, mais par une certaine catégorie d'humains qui font des lois pour tous les autres. Pas pour eux, hein, pour tous les autres. Oui, il faut bien que la loi s'applique. Si elle s'applique, elle ne peut s'appliquer qu'à quelque chose qui est distinct d'elle-même. Hein, voilà. Toucher un objet, si vous êtes cet objet, vous ne pouvez pas le toucher. Si l'objet c'est votre main, ben, vous ne pouvez pas toucher un objet. Hein. Il faut qu'il y ait distinction, il faut qu'il y ait séparation, il faut qu'il y ait ceux qui fassent les lois pour les appliquer à ceux sur lesquels ils les appliquent. Et eux, non. Il faudrait que quelqu'un d'autre fasse des lois pour les appliquer sur eux. Vous voyez, c'est comme ça. On appelle ça le principe du ta gueule. C'est la famille, c'est la secte, c'est voilà. Alors, les boulots aussi, c'est des familles. Quand les gens se groupent, croyant se grouper, qui vont voir, par exemple, comment ça s'appelle le truc marrant là, le truc que tout le monde croit que c'est aberrant, que même Coluche, elle le faisait marrer. Les syndicats. Les syndicats. Les syndicats. Bon, non, je suis le seul à rigoler, c'est pas rigolo. Donc, le syndicat, c'est hilarant. C'est quoi un syndicat? C'est quelqu'un qui va. Ce sont des ouvriers qui font partie d'un tout qu'on appelle un boulot, hein, qui sont sous la dépendance du patron et ta gueule, qui vont se grouper pour lutter contre ta gueule. Mais avec quelle force? Alors, ils vont faire voter des lois? Non, ils votent rien du tout. On va faire voter des lois pour les protéger. Et vous savez qu'il n'y a jamais eu autant de gens qui faisaient partie on appelle ça, de ces genres FTC, FO, tout ça, là, qui se sont fait virer comme des cochons alors que c'était interdit. Mais il faut comprendre qu'on fait des lois pour rassurer les gens. On ne fait pas des lois pour les protéger. On ne fait pas des lois pour qu'ils s'en servent. Il faut arrêter les conneries. Vous voyez? De même que papa, maman va dire, tu sais, je t'aime bien. Quand? Quand tu es gentil. Et quand je ne suis pas gentil, ah, je t'aime pas. Ah, d'accord. Donc, je n'ai pas trop le choix. Il faut que je sois gentil. Voilà. Mais gentil, c'est quoi? Tu fais tout ce qu'on te dit et ta gueule. Ça vous rappellerait? C'est bien beau de dire le président actuel est ceci et cela. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il est comme tout le monde. Les ministres actuels, ils sont comme tout le monde. Mettez monsieur et madame tout le monde au pouvoir et il fera peut-être pire parce que peut-être que lui, il n'aura pas une formation en faisant l'ENA, les hautes écoles de ceci, de cela, où on apprend à écraser les autres, mais avec le sourire. Il y a des gens, ils ne seraient pas bons en étant ministre. Ils feraient pareil que les autres, mais ils le feraient d'une manière grossière. Ça se verrait trop, c'est pas du jeu, c'est pas marrant. Les autres ministres se disent, attends, déconne pas, quoi. Tu peux y serrer la main pendant que tu piques le portefeuille. Tu n'es pas obligé de ne faire qu'ils piquent le portefeuille et y mettre deux tartes. Ça ne se fait pas. Il faut respecter les gens qu'on exploite. Sinon, on ne peut plus les exploiter à un moment donné. Hein, voilà. Donc, non, moi je dis que les gens qui vont au gouvernement, c'est normal qu'ils aient une formation pour être pas trop exigeants. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, pas trop fou, quoi, pas trop avec les dents dehors qui traînent et qui rayent le parquet. D'ailleurs, ils n'aiment pas ça. Demandez-leur. Ils n'aiment pas. Les nouveaux loups, là, les jeunes qui veulent être de suite secrétaires de cabinet, parce que c'est mieux que ministre, hein, parce que les ministres et les présidents, ils dégagent, secrétaires de cabinet, ils sont toujours là. Donc, ils veulent des postes clés. Hein, postes clés, ça veut dire je vais pouvoir faire tout ce que je veux et je vais imposer aux autres ce qu'on m'a toujours imposé à moi, c'est ta gueule. D'où vient cette idée de je veux le pouvoir? Réfléchissez. À quoi sert le pouvoir? À imposer notre volonté aux autres. C'est tout. Ça ne sert qu'à ça. Ça ne peut pas servir à autre chose. Vouloir le pouvoir, déjà, c'est reconnaître qu'on n'en a pas. Donc, il faut bien qu'on le prenne quelque part. Alors, où on le prend, ce pouvoir? On prend celui des autres. Autrement dit, des gens assez cons pour croire qu'ils sont faibles. Donc, du coup, comme ils croient qu'ils sont faibles, ça fait de nous des gens qui sont forts, qui sont fortement
doués pour abuser les gens faibles. Mais si les gens qui se croient faibles, d'un seul coup, se croyaient forts, ou s'imaginaient forts, ou qu'il leur vienne l'idée aberrante, on rendez compte, l'horreur, que finalement ils peuvent diriger un pays sans nommer des responsables avec trop de pouvoir, hein, qui pourraient aussi bien décider des lois plutôt que de mettre les autres, de pouvoir leur casser la gueule après éventuellement s'ils sont trompés, et se féliciter de les avoir mis au pouvoir s'ils ont fait des bonnes décisions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si l'être humain était moins immature, si les parents étaient moins immatures, si ce n'étaient pas des enfants qui se proposent d'élever d'autres enfants, un des deux enfants étant véritablement un enfant, c'est-à-dire l'enfant. Hein, bon. Mais quand on est immature, qu'on est encore un enfant soi-même, qu'on n'a pas reçu ce qu'on voulait, qu'on est en demande permanente et qu'on fait un gosse, alors que le gosse va être en demande permanente, comme le sont les deux parents, qui sont toujours immatures. Donc on va demander à l'enfant de donner de l'énergie alors qu'il est venu pour en recevoir. Comment on appelle ça? En quoi c'est différent d'un gouvernement et de tout le parti travailliste? Ces mots m'ont toujours fait rire. Parti travailliste. Voilà. C'est quoi? C'est ceux qui bossent, d'accord. Mais pourquoi ils bossent? Et les autres ne bossent pas. Pourquoi ils bossent pas? Parce qu'il y a des cons qui bossent. Voilà, enfin, je sais pas. Bien sûr, il fallait attendre Coluche pour qu'ils le disent en rigolant. Mais est-ce que c'est rigolo? J'en sais rien. Je sais pas, on peut pleurer aussi. Il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je pleure pas, c'est bon, j'ai compris. Mais je sais aussi que si vous pensez qu'il y a un moyen de réformer cette société actuelle, hein, d'une manière collective, alors je vous demande simplement de faire un petit essai beaucoup plus facile, infiniment plus facile, un truc gagné d'avance quasiment. Vous allez voir votre famille qui pense que vous êtes dans une secte parce que vous vous intéressez à des choses qu'après tout sont innocents, ça ne leur fait pas un trou au cul, hein, et vous leur dites, voilà, maintenant vous allez faire ce que je dis moi. Vous allez devenir bouddhiste comme moi, vous allez devenir franc-maçon, vous allez vous intéresser à la philosophie, vous allez vous intéresser, vous allez devenir métaphysicien, et je veux que vous excelliez hein, dans ce domaine, parce que moi je le fais, et comme je suis l'unité, l'individu, j'ai tous les pouvoirs. Hein, vous n'êtes pas plus fort que moi, vous, ma famille, vous ne m'avez jamais rien imposé. Donc on va tous changer. Et vous voyez si vous arrivez à vous tout seul à changer votre famille. Vous me direz, mais si on est nombreux, ils sont nombreux, les membres de votre famille. C'est toute la famille sauf vous. Ouais, le E. Et vous, vous êtes que vous, sauf toute la famille. C'est gagné d'avance. Vous allez me dire, mais là, il y a le nombre. Oui, mais où je veux en venir avec la différence avec l'État, les gouvernements, tout ça, c'est que de toute façon, vous avez perdu d'avance parce que vous avez beau regrouper pour changer le monde, il y aura toujours des gens qui sont tellement faibles qui vont protéger les tellement plus forts du fait qu'ils sont plus faibles. Autrement dit, vous allez avoir un moment où vos frères, vos pères, vos mères, vos sœurs, vos enfants vont être contre vous. Regardez le mec qui va dans les manifestations avec les matraques et les machins, les CRS. Là. Sur qui il tape? Peut-être qu'il le connaît. Et qu'il le connaisse ou pas, il faut bien qu'il tape dessus. On lui a donné l'ordre de taper dessus. Et pourquoi on taperait sur la gueule des gens? L'idée n'est pas de savoir s'il y a des cassages. Évidemment qu'il y a des cassages. Mais moi, j'y vais moi casser même pour justifier ça. Ça serait horrible si les CRS nous tapaient dessus parce qu'on n'a plus le droit de faire grève. Que la dernière, on imaginait, il y avait espoir. Donc, on est obligé, quand on a fait l'ENA, quand on a étudié la psychologie, parce que ne vous inquiétez pas qu'ils savent comment niquer les gens, mais en douceur, ouais, avec aisance. Donc, s'il n'y a pas des casseurs, s'il n'y a pas des vitres qui sautent, des voitures qui flambent, on se retrouve simplement dans un état totalitaire. Avec un petit peu de jugeote, on le comprend. Donc, moi, je ne vais pas faire les manifestations. Je ne vais pas mettre un gilet jaune ou vert à pois rouge. Ce n'est pas que je suis contre, ce n'est pas que je suis pour. Je sais que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que les gens qui vont dire, oh, ben on a vu qu'on a pu, mais ils le savaient déjà. Donc l'idée n'est pas de savoir si on est des faux culs qui font semblant de ne pas savoir, ou si maintenant on va être des faux culs honnêtes, si on peut dire, qui acceptent de savoir. Mais ça ne change rien à rien. Dès l'instant où en 2019 on s'est fait taper sur la gueule pour faire les manifestations, en 2022, ça ne peut être que pire. Ou pareil, mais pas moins. Et il est évident qu'il y aura toujours des vitrines qui vont sauter. S'il faut, elles seront minées de l'intérieur. Les voitures auront des trucs pour faire flamber à distance avec un petit bouton. Ils ne sont pas cons, les gens. Ils ne vont pas venir habillés en policier ou ils ne vont pas mettre le feu à une voiture. Voilà. Ils ne vont pas non plus se mettre un gilet jaune. Ça serait con. Les autres gilets jaunes vont dire qu'est-ce que tu fais? Et ils verraient bien qu'ils ne font pas partie de. Mais c'est tellement bien fait, c'est tellement fait avec classe, j'avoue, j'avoue. Si on me demandait mon avis sur la température actuelle politique, je dirais ceux qui sont au gouvernement, c'est des dieux. Moi, je les respecte.
Je sais qu'ils font du tort, du mal, appelez ça comme vous voulez, enfin, ils abusent. Je m'en fous. Moi, je les respecte plus que ceux qui sont en dessous. Pour moi, le peuple a ce qu'il mérite. La personne qui va dans sa famille et qui dit voilà, j'ai fait ça, qu'il est tout content, que d'un coup il se fait briser en deux, comme il a toujours été brisé, comme un pauvre mec qu'il est ou un pauvre nana qu'elle est, et qu'on lui dit mais t'es dans une secte et si elle a. Ben, si elle d'un coup elle se dit pas putain, mais vous avez raison. En fait, je suis pas tombé dans une secte il y a quelques jours en arrière. J'ai toujours été dans une secte. C'est vous la secte. Vous êtes la secte de ceux qui font semblant de m'aimer. Vous êtes la secte de ceux qui font semblant de travailler pour moi alors qu'ils travaillent que pour leur gueule. Vous êtes la secte de ceux qui ne se sentent forts que quand je suis avec eux et qui ont peur que je sois contre eux quand je fais différemment de leur manière de penser. Voilà la seule secte qui existe. Et elle est pas, elle part de la famille parce que c'est plus facile de comprendre, hein, comment ça s'articule tout ça. Mais c'est faux. Si vous avez un père qui est un terroriste, et que vous avez un président qui est un terroriste, que vous avez, mais c'est tout à fait normal. La personne a besoin d'être terrorisée. Donc il y a la fonction crée l'organe. Si vous avez besoin, si les gens commencent à mal voir, il va y avoir les lunetiers vont se promener, ou les marchands de lunettes vont se promener en Rolls. Et ne parlons pas de ceux qui. Vous voyez, c'est comme ça. C'est comme ça. Si vous mangez des plats qui font tomber les dents, ben vous pourrez enrichir les dentistes et un peu plus ceux qui produisent les couronnes, les ceci, les cela, parce que vous m'avez compris. Hein, quand on compare ce que gagne un dentiste avec ce que gagne le mec qui fait les couronnes, les dents, les trucs comme ça, on a tout compris. On a tout compris de qui prend qui pour un con, de qui bosse le plus, de qui bosse le moins, ou qui bosse égal, mais se prend un salaire surestimé. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Il faut le voir. Alors, bien sûr, on me dirait, mais je fais quoi, moi? Oui, je réalise que ma famille, ben, c'est une secte. Je réalise que la société française, c'est une secte. Non, la planète Terre est une secte. Tout fonctionne comme ça depuis toujours. Tout est inversé. Le monde, c'est un monde à l'envers. C'est un démon. C'est pas un monde, c'est un démon. Tout fonctionne à l'envers. On me dirait, mais pourquoi ça fonctionne à l'envers? Ben, devinez, vous avez le choix entre pour que vous le remettiez à l'endroit ou pour que vous le remettiez à l'endroit. Choisissez librement, parce que vous n'avez pas le choix. C'est comme ça et ta gueule. Jusqu'au jour où vous direz, mais moi j'en ai marre qu'on me dise ta gueule. Alors qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je vais devenir sourd. Comme ça, j'entendrai plus ta gueule. Chapeau, bien, bien. Ils attendaient que ça, ceux qui sont au-dessus de toi. Mais qui est au-dessus de moi? Ben, pas des gens. Mais si, il y a mon père, ma mère. Non, non, non. Le président, non, non, non. Les ministres, non, ils ne sont pas au-dessus. Il y a une chose qui est au-dessus de toi. C'est quoi? Le grand démon. Qu'est-ce que le grand démon? Ben, c'est la bête de l'Apocalypse. Qu'est-ce que la bête de l'Apocalypse? Ben, c'est l'état d'esprit du faible qui préférerait mourir que d'avouer sa faiblesse, qui va être dans un état pitoyable, qui va descendre dans la rue et tirer à la Kalachnikov sur tout ce qui bouge. On en a vu quelques-uns qui sont un peu malades et qui prennent des maternelles avec leur mitraillette et tout. Vous voyez, bon, pour qui ils passent ces gens-là? Ils en ont marre. Ils pètent un câble. Regardez comme ils sont jugés. Je ne dis pas que c'est bien. Mais je dis, vous avez vu comme ça finit dans les médias? Un fou furieux. Traduction, un mec qui n'en pouvait plus d'être pris pour un con, comme il a toujours été pris, comme on est tous pris pour des cons depuis toujours. Mais au lieu d'avoir une réaction intelligente de dire, mais c'est moi qui suis à l'origine de ça. C'est moi qui ai accepté ça. Petit, je ne pouvais pas faire autrement. Mais suis-je toujours petit? On n'arrive pas à changer les choses, la société, par la révolution. Ça, c'est justement pour se faire couper la tête. Hein? Danton, Robespierre, vous leur demandez au cas. Ça sert à rien tout ça. Vous faites la révolution, elle sera organisée par ceux qui vont vous la faire perdre. Ben oui, ben, ils ne vont pas vous laisser la faire vous, autant vous la gagner, il faudrait être con. Donc on vous propose une révolution, vous la suivez, et vous arrivez là où on veut que vous arriviez. Il y a aucun historien, n'importe quel historien plutôt, va hurler en entendant ça. Oui, donc vous voulez dire que la Révolution française, ça a été. Mais oui, c'est un foutage de gueule pas possible. Ça a été organisé par des gens qui ont fait croire au peuple qu'il était en pleine révolution, et après ils ont dit, bon, attends, t'arrêtes. Il y avait plein d'indications comme ça. Plein. Citoyen. Monsieur, non, citoyen. Et si je veux dire monsieur, ben, tu te fais couper la tête. Tu n'as pas le droit de dire monsieur, c'est citoyen. Oh, citoyen, on a fait la révolution. Autrement dit, je suis toujours dans la merde, quoi. Je suis toujours ta gueule. Ben oui, bien sûr, tu seras toujours ta gueule. Que tu gagnes une révolution, que tu perdes une révolution, que tu penses, que tu penses pas. De toute façon, c'est de ta gueule. Sauf si, non pas vous commencez à l'ouvrir aux yeux du monde, mais que vous vous rendez compte que le monde est en vous.
Et que c'est en vous que vous vous êtes retiré le droit de vous exprimer librement. Et donc, vous vivez à l'extérieur, soi-disant, ce que vous avez instauré à l'intérieur. On vous y a aidé petit, vous avez repris à votre compte plus tard, et maintenant, vous êtes dans des beaux draps, vous êtes dans une famille. C'est la famille humaine, en plus de la famille de sang. Alors, si vous n'arrivez pas à vous extraire de votre famille humaine de sang, que vous n'arrivez pas à dire à papa, maman, bon, écoutez, maintenant, j'ai 40 ans, je sais comment vous voyez, vous me jugez, vous n'êtes même pas mes amis. Je m'en fous qu'il y ait un lien de sang. Moi, mes frères sont ceux qui font ma volonté. Ou si vous préférez, comme il a dit le maître Jésus, et c'était le sens qu'il voulait donner à cette phrase, mes frères sont ceux qui font la volonté de mon Père. Qui était son Père qui était dans les cieux? Ben, son esprit, son état d'esprit, c'était son père. Il était son propre père, il était sa propre mère. C'est lui qui décidait ce qu'il allait penser, de ce qu'il allait sentir. Et tous ceux qui ne faisaient pas sa volonté n'étaient pas ses frères et sœurs. Comment voulez-vous être affilié à des gens qui vous entubent? C'est pas possible. Ou des gens qui vous disent je suis avec toi et que dès que vous tournez le dos, ils s'en vont. Vous passez pour un con, vous êtes tout seul au milieu avec toute une armée en face et vous, vous êtes seul, ils sont tous barrés parce qu'ils se chient dessus. Ils ne veulent pas vous épauler, ils ne vous aiment pas. Et pourquoi ils ne m'aiment pas? Ben parce que tu t'aimes pas. Mais pourquoi ils ne m'aiment pas parce que je ne m'aime pas? Ben parce qu'il faut bien que tu vois dehors ce qu'on te fait pour que tu réfléchisses à peut-être que tu te le fais dedans. Là-dessus, je vais vous laisser parce qu'il est déjà. Quelle heure il est? Ouh, 1h21, je ne me suis pas fait gronder quelque part, m'a fait voir. Comme je ne lis pas. Non, ça va, ouf. Je n'ai pas été grondé par la famille. Bien, allez. Donc, je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura un petit peu, pas secoué, parce que si vous me dites que je vous ai appris quelque chose ce soir, je vous baffe, parce que c'est pas vrai. Hein. Même s'il y avait un jeune de 14 ans en train d'écouter, il dirait, mais je le sais, ça, je l'ai vu. Je l'ai vu à l'école, je l'ai appris à l'école. Pourquoi on t'a appris ça à l'école? Non, non, je l'ai vu. Je ne suis pas con, je l'ai vu. J'ai vu comment ça fonctionnait. Les plus grands écrasent les plus forts écrasent les plus petits. Mais des fois, c'est vrai, et des fois, c'est là-dedans que c'est vrai. Voilà. Allez, là-dessus, bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. Je vous dis à bientôt. Il y aura, après, on va organiser un séminaire avec Laetitia. Donc, pendant 4 jours, on ne sera pas là. Donc, il y aura, je ne pense pas qu'il y ait encore beaucoup de live comme ça. On le reprendra peut-être en milieu de semaine prochaine. Voilà. Allez, ciao, ciao à tout le monde. Portez-vous bien, portez-vous vous et essayez de ne pas stresser. Ne luttez pas en esprit contre le mal. Arrêtez de vous en faire.